Alors, ici une carte de la Tunisie, mais elle est illisible pour vous ce soir, donc on va la passer. Simplement, je voulais vous montrer, évidemment, comment la Tunisie entière est couverte de communautés, en partie grâce à la colonisation. Car des communautés juives au XVIIIe siècle, il y en a beaucoup moins qu'en 1930. Elles sont essentiellement sur les côtes et dans la région de Djerba. Mais sinon, dans le Sahel, il n'y a quasiment pas de communauté. Il y a des juifs qui vivent plus ou moins à l'état de nomades, plus ou moins à l'état d'agriculteurs en Kroumiri, là-bas, près du Kef. Hein. Mais ils ne constituent pas véritablement des communautés, je dirais, importantes, voire ils sont en partie déjudaïsés. La colonisation va amener, si vous voulez, un processus d'extension, une concentration aussi des Juifs à Tunis, ça vous le savez bien sûr, mais aussi un phénomène d'extension pour des raisons, je dirais, à la fois commerciales et administratives. Les Juifs vont suivre les Français. Quand les Français vont faire de telle ou telle ville le siège d'un contrôle civil, vous voyez, il va y avoir un développement, eh bien, il y a des Juifs qui vont venir s'installer, parce que, évidemment, ça engendre du commerce, ça engendre d'activités de divers ordres, et donc ils vont s'installer. Mais dans le sud, vous verrez que ce sont les Français eux-mêmes qui ont favorisé l'installation, la création de nouvelles communautés juives dans les territoires du sud qui étaient gérés par les militaires. Alors, voyons rapidement quelques anciennes synagogues. Celle-ci, ce sont des photos noir et blanc, c'est la synagogue de Testour, parce que quand nous sommes arrivés, elle était par terre. En revanche, nous avions la chance d'avoir des photos d'un collègue qui est passé en 1976 et qui avait donc vu encore la synagogue de Testour et encore des Juifs à Testour. Hein, quand il est passé, il y avait encore des Juifs à Testour en 1976. Testour qui est évidemment célèbre surtout pour son cimetière et la présence de la tombe de Rabbi Fraji Shawat, qui était l'occasion d'un pèlerinage. Alors, et de ses disciples, bien sûr. À côté, une autre synagogue très originale, même si le bâtiment a été fortement reconstruit, toujours à l'initiative de l'ex-président Ben Ali en 1994. C'était quelque chose de personnel, c'était lié à un médecin qui avait opéré quelqu'un de la famille de Ben Ali, et donc en cadeau, enfin, c'était une manière de demander ce qu'on voulait, c'était restaurer la synagogue du Kef. Voilà, alors elle est peut-être un peu trop, je dirais, moderne, mais elle représente bien aussi le type d'habitat au Kef. Vous savez que c'est la montagne, le Kef, hein, avec des toits pointus à tuiles, mais surtout c'est une griba. Là encore, c'est une griba, c'est-à-dire une synagogue qui sert de lieu de pèlerinage, en particulier pour ces juifs que j'évoquais tout à l'heure, et qui vivaient dans la campagne, et qui venaient une fois par an pour certaines fêtes, et pour le cimetière, au Kef. Donc, il y a toujours le cimetière, mais en très piteux état. Celle-ci sert de musée maintenant. Oui, celle-ci est transformée en musée. C'est la seule synagogue qui s'est transformée en musée en Tunisie actuellement. Toujours dans le nord, parce que vous avez compris qu'on va partir du nord vers le sud, deux communautés importantes et qui ont laissé des synagogues que nous avons pu étudier. Vous voyez là, nous avons carrément même fait le plan, le détaillé, le relevé. Mater et Béja, où l'on trouve encore à Béja deux synagogues, dont celle-ci que vous avez là sur l'image, qui est la synagogue Rabbi Fraji Shawat. Pourquoi? Parce que si Rabbi Fraji Shawat est enterré à Testour, c'est toute une histoire que je ne vous raconterai pas, d'Anne qui doit marcher avec le corps de Rabbi Fraji mourant, mais il a vécu à Béja. Et donc, dans les années 30, on reconstruit cette synagogue. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette synagogue se trouve donc de ce fait à l'entrée du souk, en ville arabe. Parce qu'il y a aussi là une remarque à faire, si on compare avec l'Algérie ou d'autres pays, c'est que très souvent, les synagogues sont restées en ville arabe, en Médina. Même parfois, quand les synagogues sont construites au temps des Français, eh bien, souvent, les juifs de ces endroits ont préféré rester en Médina. Il y a plusieurs raisons à ça. Des raisons commerciales également, parce que très souvent, la Médina, c'est aussi le souk. Et donc, raison, bien sûr, de proximité avec leur travail. Raison également aussi, je crois, pour un certain nombre de juifs tunisiens, d'un attachement à des lieux ancestraux, les lieux où on priait déjà leurs parents, et on reconstruit la synagogue à cet endroit-là, où on installe l'oratoire à cet endroit-là, même s'il y a la tentation d'aller en ville européenne. Et on verra même assez souvent des gens aller habiter en ville européenne, mais les synagogues restaient quand même en Médina. Je vous en montrerai un ou deux exemples.
On n'a pas celle de la Médina. Non, elle n'y est pas, celle de la Médina déjà. Alors, des synagogues très modernes, il y en a quelques-unes en Tunisie, en lien avec les bombardements qui ont eu lieu en 1942-43. Vous savez que les Alliés, la Tunisie était occupée, hein, les Alliés ont énormément bombardé Tunis, mais aussi Bizerte et Sfax. Et malheureusement, dans ces deux villes, les quartiers juifs ont été entièrement rasés, donc plus aucune synagogue n'existait en 1945. D'où des reconstructions d'édifices, alors cette fois très très différents de la tradition des synagogues tunisiennes, parce que vous voyez bien que cette énorme synagogue de Bizerte pourrait être la poste, pourrait être, vous voyez, c'est vraiment un bâtiment en béton, vraiment très très monumental. Bien sûr qu'il y avait des inscriptions juives et tout ça, elles ont été enlevées, et actuellement c'est la grande bibliothèque municipale et régionale qui est installée à l'intérieur. Mais vous voyez bien que là, il y a une coupure, si vous voulez, dans la tradition architecturale. Un endroit où justement se lie bien la proximité entre juifs et musulmans et cette immixtion dans un quartier ancien, c'est Nabeul. Vous voyez, là je vous montre, mais bien sûr vous ne pouvez pas le voir en détail, le plan de Nabeul, toutes les synagogues à Nabeul, sauf un oratoire, toutes les synagogues et tous les oratoires sont dans le souk, autour de la grande mosquée, à 2 pas de la grande mosquée. Hein, et même, lorsque par exemple la famille les familles Mamou et Karila décident de construire une synagogue, c'est celle-ci, qui a quand même une certaine ampleur, eh bien ils l'installent au fond d'une impasse, qui elle-même donne sur le souk El-Balga, qui lui-même donne sur la mosquée, enfin au cœur du souk, en 1904. Or, il y a des Karila qui sont très riches, il y a des Karila qui est adjoint au maire, c'est des gens qui sont parfaitement francisés, mais la synagogue reste dans ce cadre ancien, dans cet espace, si vous voulez. Karila, c'est une partie du magasin de chaussures. Hein. Oui. Le mur de la synagogue Karila, c'est carrément pris sur la... Oui, oui. Donc c'est quand même assez marquant, si vous voulez, parce que ce processus-là, vous ne l'avez pas en Algérie, par exemple, où là, les Français vont faire encore plus pression pour que les Juifs partent vers la ville européenne en construisant des synagogues monumentales. Alors, Sousse est un cas intéressant, parce qu'à Sousse, vous avez les deux, c'est une grosse communauté, comme vous le savez, Sousse peut-être, et il y a les deux situations. Vous avez la grande synagogue ancienne qui est en Médina, à peu près à 100 mètres de la grande mosquée de Sousse, ici. Et puis vous avez une ville nouvelle, une ville européenne du côté de la plage, si certains peut-être connaissent Sousse. Il y a donc une ville européenne qui se construit avec le port et vers la plage. Et là, les Juifs construisent aussi, en 1930, une seconde grande synagogue pour, je dirais, cette communauté qui s'est installée donc, en ville européenne. Donc, et c'est d'ailleurs une synagogue qui fonctionne encore. Oui, c'est une des justement, très ça rares fait, quand on parlait de Tunis tout à l'heure, voilà, il y a encore une communauté, il y a très peu de gens qui sont à Sousse et qui utilisent cette synagogue Keter Torah, mais en fait, ils font difficilement minyan, même pendant les fêtes. Et il faut savoir que ce ne sont pas des Soussiens, on va vous en parler après, ce sont des Mokninois, des gens de Moknine. Donc les Mokninois qui sont maintenant à Sousse. Voilà. Quelques familles. Alors, puisque nous évoquions Kérouan, quelques mots sur Kérouan. Voilà un exemple encore. Quand les Juifs se réinstallent à Kérouan, car vous savez que les Juifs étaient interdits de séjour à Kérouan, depuis l'époque de la grande yeshiva, hein, vous savez, il y a eu cette fameuse grande yeshiva à Kérouan, jusqu'au XIe siècle. La ville étant devenue, si vous voulez, une ville très très importante pour l'islam, hein, même une capitale à un moment, les Juifs n'ont pas le droit de résider à Kérouan. Ils ne peuvent se réinstaller qu'avec l'arrivée des Français en 1883. Eh bien, c'est quand même assez extraordinaire qu'ils choisissent de s'installer en Médina, dans la vieille ville de Kérouan. Là, vous avez le plan pour vous le montrer. La synagogue est complètement cachée. Elle est totalement invisible, la synagogue de Kérouan. Hein. Il y a une petite impasse pour y accéder. Même il y a un couloir, voilà. Un long couloir. Oui, tout à fait. On a la porte parce qu'ils ont acheté l'impasse. Au début, ils n'avaient pas l'impasse, et après... C'était la rue des Juifs. Alors, oui, les Français lui avaient donné un nom, la rue des chasseurs à pied. Hein, mais pour les Juifs, c'était la rue des Juifs, évidemment, parce qu'ils habitaient tous ce quartier-là. Là, les raisons commerciales sont importantes. C'est que c'était le quartier commerçant qui débouchait de cette rue. C'était très important. Pas de la rue principale. Voilà. De toute façon, il fallait presque traverser toute la ville en partant de la ville européenne pour aller à la synagogue. On traversait tout le Chouf pour aller à la synagogue. Bien sûr.
Ben oui, parce Le que Shabbat, on a passé l'Union Shabbat. européenne est Jamais l'ombre d'un problème. Enfin voilà, donc, alors à Kérouan, c'était une synagogue qui est construite dans les années 1930. Donc voici l'état, parce que le toit s'est écroulé malheureusement, et qui avait été transformé en école coranique. Nous avons eu la chance, grâce à une photo d'un chercheur israélien qui avait fait des photos de synagogues au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans les années 50. Et ce chercheur avait donné une photo de l'intérieur de la synagogue de Kérouan. Alors quand nous sommes arrivés, vous avez vu, c'est tout vide, il n'y a plus rien. Et grâce à cette photo, nous avons pu faire une enquête, interroger les gens qui s'occupent du patrimoine à Kérouan, et ils nous ont remis les plans, les plaques, vous voyez, qui étaient là, ici, autour du Echal. Parce qu'en fait, c'est le directeur de l'école coranique qui, lorsqu'il enseignait, avant que le toit ne s'effondre, avait recouvert les plaques avec du papier tapisserie, pour ne pas que pendant qu'il récite le Coran, il voit l'écriture hébraïque, enfin les prières, puisqu'il y avait un schéma Israël. Et au moment où le plafond s'est effondré, il a voulu sauver ces plaques, les préserver, donc il les a déposées dans une autre école coranique. Et lorsque nous sommes venus, du coup, on a fait ressortir les plaques. Et vous voyez ici, c'était un soir à 17h, pendant que les femmes, c'était l'heure des femmes qui occupaient l'école coranique et qui récitaient le Coran. On nous a sorti au fur et à mesure toutes les plaques de la synagogue de Kérouan, qu'on a pu nettoyer. Et l'année d'après, on est revenu et elles sont maintenant rangées dans les réserves, en quelque sorte, de la ville de Kérouan. Qu'est-ce qui est écrit? Vous savez qu'il fait un peu le lien entre Babylone et l'Espagne. Et donc, là, vraiment, c'était tout à fait extraordinaire quand on a commencé à gratter, et que, parce que je ne suis pas hébraïsant, mais je suis arrivé à 2-3 noms, et qu'on a vu le nom de ces rabbins qui apparaissaient. Alors, les tours de porte aussi. Oui, il a sauvegardé les tours de porte avec les bénédictions. Avec les bénédictions et des décorations florales qui sont magnifiques. Magnifiques. Alors, une autre très belle synagogue, mais alors cette fois encore autant en péril que celle de Kérouan. Vous voyez une synagogue de 1930, ça s'écroule vers 2000. Pourquoi? Parce que ce sont des matériaux que les colons ont importés. Les Juifs s'adaptent. Ils sont chez les Berbères, ils construisent en pierre sèche, ainsi de suite. Ils sont en milieu, je dirais, où on construit en torchis, Évidemment, quand les colons sont là et qu'on leur propose des ferratés, on leur propose des briques, des petits boutins de briques et des choses comme ça, ils utilisent. Sauf que, comme ce n'est pas entretenu depuis leur départ, eh bien, les édifices s'écroulent tous les uns après les autres qui ont été construits autour de 1900 ou 1930. Il y en a beaucoup qui menacent ruine. Alors que parfois on a des synagogues du XVIIe siècle qui tiennent debout. Là, les fameux ferratés, vous avez vu d'ailleurs à Kérouan, c'est ça le drame, c'est ces ferratés-là, ces grandes poutres avec des ferratés et des petits boutins qui pourrissent et s'écroulent très vite. Alors, Moknine n'est pas avec des ferratés, mais a de très belles voûtes d'arêtes, certainement du XVIIe siècle, mais simplement, alors là, l'état est tel qu'elle ne va sans doute pas tarder à s'écrouler, donc nous allons faire un relevé très minutieux, les plans et tout ça. Là, il reste une seule femme qui garde la synagogue, qui passe sa journée assise à côté, elle habite dans l'impasse de la synagogue, et elle regrette de devoir dormir la nuit, parce que pendant la nuit, elle ne peut pas la surveiller. Voilà, donc ça. Alors si nous poursuivons toujours vers le sud, et sur la côte, on rencontre Madia, qui est aussi une très belle synagogue, bien conservée, globalement. Vous savez, quand je dis bien conservée, c'est par rapport à d'autres qui se sont écroulées. C'est évidemment pas l'idéal de... Oui, non, je ne vois pas le... Ensuite, on descend toujours... Alors Sfax, vous voyez bien sûr des synagogues très, très récentes. Pourquoi? Parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tout a été rasé par les bombardements. Alors, il y a 2 grandes synagogues qui ont été reconstruites à Sfax. Il y a eu d'autres oratoires, mais je n'entre pas dans les détails. Une synagogue qui est intéressante, c'est une initiative privée d'un monsieur Azria qui, en l'honneur de son fils Edmond, fait construire une synagogue et, bien sûr, demande à un architecte français, monsieur Varnier, de lui construire une synagogue. Comme il ne sait pas trop ce que c'est qu'une synagogue, il regarde la synagogue de Tunis et il la fait en miniature. Vous voyez, c'est exactement la miniature. Avec le Héral, même le Héral à l'intérieur reprend en miniature la synagogue de Tunis. L'autre projet beaucoup plus important et beaucoup plus ambitieux, vous en avez peut-être malheureusement entendu parler le mois dernier, c'est Bethel, à Sfax. C'est une très très grande synagogue en béton
Inauguré en 1955, Bizerte c'était 54, Sfax 1955, parce que les travaux de reconstruction se font assez lentement. Et évidemment, les communautés n'ont guère eu le temps de s'approprier ces lieux. Vous en doutez bien, puisque dès 56, il y en a qui partent, ne parlons pas de 61 à Bizerte ou à Sfax. D'ailleurs, lorsque nous avons travaillé, la première fois que nous avons travaillé dans cette synagogue, parce que vous voyez, elle a été restaurée à l'initiative de quelques personnes, et en particulier d'un monsieur Bournick, elle a été restaurée. Je vous en prie. Les femmes dans Bethel? Oui, il y a une tribune. Ah oui, oui. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pardon? Oui, bien sûr, mais celle-là est beaucoup plus monumentale. Elle est énorme, celle-là. C'est l'architecte Longo, et on a la chance d'avoir retrouvé la fille de M. Longo. Et comment? Alors, ce qu'il y a aussi d'important dans cette synagogue, c'est que, comme tout avait été rasé, le quartier juif, on a tout rassemblé ici. Vous avez ici la synagogue Bethel, mais à côté, l'école de l'Alliance, l'Osée, le dispensaire, toutes les institutions juives, les bureaux du Joint, tout était installé. On a retrouvé les dossiers, justement, de dispensaire, mais malheureusement, peu de choses sur l'architecture. Mais c'est une synagogue, évidemment, là encore, vous voyez bien, typique de l'architecture béton des années 50, qui atteint une monumentalité auquel les Juifs de Tunisie n'étaient pas tellement habitués. Alors, pour l'anecdote, c'est que la première fois que nous sommes venus, avant qu'elle ne soit restaurée, il y avait encore dans la petite salle attenante au Héral un calendrier qui était suspendu, je l'ai filmé, c'était le calendrier de 1961. Vous imaginez? Pourtant, il y a encore des Juifs à Sfat. Et ils ont encore fait le culte de temps en temps. Mais comme si le temps s'était un peu suspendu dans cette fameuse année 61, qui est l'année du départ. Malheureusement, elle a été récemment pillée. De mon épouse. À peu près un mois. Alors, la dernière partie que nous voulons vous montrer, c'est le sud. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Gafsa, où il y a aussi une très très belle synagogue. Gabès, où il y avait toute une série de synagogues, parce que Gabès, c'était plusieurs quartiers, Menzel, Jara, Petit Jara, le quartier européen de la mer, et donc chaque quartier avait sa synagogue. Il en reste encore une en place, vous voyez ici il y a une photo couleur. Donc, des synagogues vendues. Et puis des synagogues vendues, transformées en entrepôts. Que l'on a pu revoir, puisque les personnes qui ont dû les vendre ont été capables de nous dire quels étaient les propriétaires. Donc vous voyez, une ville comme Gabès, on y est allé 7 fois, parce qu'il a fallu des années de négociations pour pouvoir rentrer dans les synagogues vendues. Et lorsque on avait retrouvé le propriétaire, je trouve quand même assez cocasse, il m'a demandé pourquoi je voulais la voir, et il m'a dit, est-ce que vous voulez l'acheter? Il pensait que je voulais racheter. Alors j'ai trouvé que c'était quand même pas mal. Alors, Gabès a aussi un rôle important au plan, je dirais, du judaïsme du Sud et de la diffusion même du judaïsme dans le Sud, parce que beaucoup de Gabésiens ont contribué à créer des communautés dans le Sahel. Par exemple, on a eu des témoignages de gens de Sbeitla, qui, indéniablement, un descendant, dont une bonne partie des Juifs de Sbeitla venaient c'est une synagogue de Gabès. Très importante. Enfin, qui est Sbeitla, ça. Oui, Sbeitla, oui. Et donc, vous voyez, nous sommes allés dans toutes les petites villes. Alors, on ne vous montre pas des photos de Kasserine, de Tala, de Sidi Bouzid et ainsi de suite, mais nous sommes allés absolument partout, puisque le seul principe que nous avions au départ, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de liste des synagogues de Tunisie officielle que vous aviez à ouvrir, et puis ça y est, vous avez déjà la liste. Il fallait la faire, la liste. À partir de quels critères? Alors, bien sûr, les témoignages que ma femme a pu recueillir étaient très importants, mais aussi, principe, les recensements. À partir du moment où il y avait une quarantaine de Juifs dans les recensements, vous savez que jusque dans les années 50, on a certains recensements, et surtout dans les années 30, on s'est dit, s'il y a une quarantaine de Juifs, il y a peut-être eu une synagogue. Donc on y est allé. Si bien on est allé de temps en temps dans des villes où on n'a rien trouvé, bien évidemment. Alors, une autre synagogue intéressante, c'est celle de El Hama de Gabès, El Hama à côté de Gabès, célèbre aussi pour un pèlerinage, parce qu'évidemment, dans le judaïsme tunisien, on ne l'évoque pas trop ici, mais les pèlerinages sont importants, c'est celui du Maharavi. Et cette synagogue, qui lui était consacrée, elle portait le nom du Maharavi, est intéressante parce que vous voyez, c'est une synagogue sur plan carré. Là, je vous donne un petit élément parce que vous allez le retrouver tout au long dans toutes les synagogues du Sud. C'est un plan carré avec 12 arcades, 4 x 3 bien sûr, qui soutiennent un lanterneau qui lui-même est percé de 12 fenêtres.
besoin de vous expliquer le symbolisme. Alors que les arches saintes sont, elles, souvent plusieurs, les arches saintes, jusqu'à 7 pour les plus grandes synagogues. Par exemple, à El Hama, il y en a 7. Et qui sont dans une galerie un peu dans l'ombre. Hein. Et ce jeu, si vous voulez, entre l'ombre et la lumière, d'organisation carrée et le lanterneau qui éclaire la théba centrale, ça c'est devenu un véritable type, alors qu'on appelle djerbien, parce que c'est vraiment là-bas qu'on trouve le plus, on trouve aussi à Gabès. Et toutes les synagogues du sud que je vais vous montrer, sauf 2 ou 3, suivent ce principe. Et toutes les synagogues des djerbiens, lorsqu'ils ont construit des synagogues en Algérie, en Israël, pas à Paris, en Israël, à Ofakim, à Netivot, et ainsi de suite, vous retrouvez le plan carré, le lanterneau, et puis même la ménara pour faire la griba. Cette synagogue d'El Hama, c'est le tombeau du Maravi est à 1,5 km. Oui. Il n'est pas à cet endroit-là. Mais cette synagogue a été vendue par la communauté, et donc elle est la propriété de l'épicier qui est à côté, et c'est un dépôt de boissons. D'où le fait que nous prenons les photos en hauteur, parce qu'il y a des caisses jusque sur plusieurs mètres, oui. Des caisses de boissons. Ma femme l'a expliqué, vous ne cherchez pas à montrer des images sordides ou des images qui dénonceraient, si vous voulez, un état de ce patrimoine. On pense que c'est quelque chose qui va se transmettre, que ce livre va quand même peut-être rester entre les mains des familles pendant longtemps, donc c'est pas la peine d'avoir ces images. Bien sûr, nous arrivons à Djerba. La Griba est une synagogue tout à fait fondamentale dans la culture juive tunisienne, pour le pèlerinage, mais aussi par la présence, bien sûr, au moins bimillénaire, puisque la tradition voudrait que ce soit des Kohanim qui arrivent du premier temple au moment de sa destruction, avec soit une pierre, soit une porte, d'où le nom très fréquemment employé pour désigner ce village de Deguet, Tiret. Là, il y a plusieurs graphies pour ce nom. Et le fait que, par exemple, la synagogue des Kohanim, c'est-à-dire les habitants de Harasrira, il y a 2 quartiers, Harasrira, Arakpira, mais il y a des Kohanim de Harasrira qui sont venus s'installer à Arakpira. C'est pas sans friction, vous savez, entre les 2 communautés. Eh bien, il avait appelé cette synagogue Diktiya. Je ne me trompe pas, Moshe? J'ai mon contrôle là, parce que nous avons un ami djerbien qui nous a beaucoup aidé, qui est de Harasrira et qui est le petit-fils du fondateur d'une synagogue que nous allons vous montrer. Je parlais de la synagogue de Bossit. Vous en parlez. Je l'ai montré, oui. C'était M. Siansera. Oui. Mon père. Ton père qui l'a fait. Ils ont acheté. D'abord, il y avait 26 villas juives. C'était un HBM juif. Uniquement à Bossit. Tout à fait. Et à ce moment-là, on a eu un terrain gratuit qui appartenait au village. Alors, les 26 villas sont devenues 52 villas. Au bout de quelques années, chaque famille avait droit à un terrain supplémentaire. Et ils ont pu construire une 2e villa, la famille. Alors, c'est devenu 52 villas. Et on a fait une synagogue. Moi je me rappelle, j'ai fait le Magen David. J'avais un atelier de construction métallique, j'ai fait le Magen David qui a été mis dans la synagogue. Et il y a eu l'inauguration avec Guillaume, qui était le résident général, qui est venu pour l'inauguration. Et après, au bout de quelques temps, on a donné 26 villas nouvelles à toutes les familles. Ils avaient un terrain. Alors ça fait 52 villas juives. Uniquement. C'était tout un quartier. Oui, tout à fait, c'est un lotissement. Et on a construit cette synagogue. S'appelait Isaac Béard, parce que c'est Madame Béard qui a perdu son fils, qui est parti. Et puis ils ont ramassé l'argent dans tout le personnel, là-bas, partout, tout le monde. Et on a construit cette synagogue. Et puis, mon père, en partant un des derniers qui est resté au village, parce que petit à petit, on est tous partis, on a quitté partout tous les 52 personnes, famille. Et mon père a remis les clés de la synagogue à Sion Zana, qui était président de Tunis, qui lui l'a redonné à son fils par la suite. Oui, M. Zana était... Et ça, elle a été démolie. Oui. Et un beau jour, j'ai un neveu qui est venu voir son ancienne maison
Et il trouve le bulldozer en train de raser la synagogue. Alors il s'est mis à chercher à l'intérieur s'il n'y avait pas des documents, des choses juives, et tout ça, tout avait été enlevé avant. Il n'y avait plus de traces. Oui, il y a une villa maintenant. Une grosse villa à la place. Il faut dire qu'elle faisait l'angle. C'est un emplacement magnifique. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Rue d'Ispahan. Voilà, la rue d'Ispahan, tout à fait. Malheureusement, nous, on ne l'a pas vu depuis. Alors, nous avons encore connu. J'avais 5 ans quand j'habitais là-bas. Il y a encore un monsieur qui habite là-bas, monsieur Mazil. Monsieur Mézil. Il y est toujours. Non, mais c'est pas rien, monsieur Zéra. C'est une famille. Je crois qu'il doit plus y être. Malheureusement, là, c'est une photo qui nous a été passée par une famille, justement, par la fille d'un rabbin qui avait vécu là-bas, de Bossit. Mais on est arrivé trop tard. Oui, là, on ne l'a pas vu, on est avec une photo ancienne. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bah, autant que faire se peut, nous avons essayé de trouver des photos des synagogues, même si elles avaient disparu, pour en conserver la mémoire et avoir une vision d'ensemble de tout ce patrimoine. Donc nous parlions de l'Agriba, dont je disais évidemment sa très haute ancienneté, le fait que sans doute elle est liée à l'arrivée des prêtres, c'est de toute façon un lieu tout à fait original. Le bâtiment lui-même de l'Agriba, la synagogue actuelle, est en partie du XXe siècle, cette grande salle est du XXe siècle. Quant à la partie plus sainte, dans laquelle il y a vraiment le Héral, avec la grotte, peut-être si certains sont allés, savent qu'il y a une petite grotte là, liée donc, au rite de l'Agriba, sans doute cette partie-là est plus ancienne, mais elle n'est pas non plus évidemment d'avant Jésus-Christ. C'est absolument évident, puisque les témoignages historiques que l'on a vraiment, c'est le XVe siècle au plus tôt. Je parle bien de témoignages historiques, ça ne remet pas du tout en cause la présence millénaire des Juifs, mais c'est plutôt au XVe siècle des allusions dans les textes. Quant au bâtiment, évidemment, il semble bien qu'une bonne partie des choses soit du XIXe siècle. Alors, elle a été construite à cet endroit. Alors, à l'écart du village, oui. C'est pas un hasard. D'une anecdote. Oui. Vous la connaissez peut-être pas, celle-là. La datation de l'Agriba, donc effectivement de la destruction du premier temple avec c'est Ezra donc, qui va chercher ces fameux Kohanim qui refusent de le suivre, etc. Mais ils ont décidé de construire à cet endroit l'Agriba. Ils ont trouvé une pierre qui se trouve aujourd'hui dans les coffres de la Banque d'Israël, sur lequel il a été gravé, avait été serti ici sur cette Kan Amdu Raglav Shel Yoav ben Tserouya Tsar Tseva Israël. Ainsi, ici, Yoav ben Tserouya, donc le général d'armée, le chef d'état-major de David Ameler, a posé ses pieds. Elle a été dessertie, et c'est un monsieur qu'on connaît très bien qui a récupéré cette pierre. Elle est actuellement dans les coffres de la banque. Et l'histoire dit que quand le Beth Amikdash, le troisième village sera reconstruit, ils utiliseront cette pierre en premier. Bon, peu importe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de construire l'Agriba à cet endroit. Oui. Alors il y a d'autres traditions, comme vous savez, sur cette construction liée à une femme sainte qui vivait à l'écart du village, un peu empestiférée comme ça, dont on s'aperçoit quand elle est foudroyée, évidemment que c'est une sainte femme, et donc on prend un cul. Tout ça est très mélangé, et vous savez que même les rabbins ne sont pas toujours très joyeux de voir. On ne cautionne pas le pèlerinage de l'Agriba, qui ressemble fort quand même à un culte des saints musulmans, qui donne lieu à des pratiques qui ne sont peut-être pas tout à fait traditionnelles dans le judaïsme. Donc c'est très compliqué, mais en même temps c'est très fort, et c'est très très important on en parlait justement dans notre livre, d'avoir ces traditions, parce que c'est elles aussi qui donnent un sens aux édifices, et qui font qu'il y a des gribas à Jérusalem, qu'il y a des gribas au Fakim ou ailleurs, parce que c'est tellement fort aussi dans l'identité des Juifs tunisiens, et surtout bien sûr des Juifs djerbiens. Alors, les deux villages, je vous les présente rapidement. Arasrira, dont vous avez ici le plan, mais vous ne pouvez pas le voir, avec une très très vieille synagogue, et très très belle synagogue, qui est la synagogue Rabbi Abraham. Alors vraiment une structure ancienne. Et puis, c'est dans une petite rue où il n'y a pas moins de 5 synagogues, dont celle-ci également, vous voyez, avec le lanterneau dont je vous signalais. Vous savez, autrefois, quand vous arriviez à Djerba, vous saviez parfaitement où étaient les synagogues, puisque tout l'habitat était à un seul niveau, et vous aviez les lanterneaux. Vous voyez là, par exemple, dans la photo à l'horizon, il y a un autre lanterneau ici.
avec les 12 fenêtres, on sait que la synagogue est là. Vous voyez, c'était très très typique. Alors celle-ci, c'est la synagogue que l'on trouve maintenant ici, c'est la synagogue, enfin la yeshivat, parce que pour être strict, on ne devrait pas dire synagogue à Arasrira, comme vous le savez peut-être, hein, puisqu'il n'y a pas de séfer dans ces synagogues. Les séfarim sont à la Griba, et les juifs de Arasrira doivent aller faire le culte à la Griba. D'où le fait que ces synagogues, entre guillemets, sont appelées par les gens yeshivat. Et voici par exemple la yeshivat Clifa Cohen, donc, qui est le grand-père, l'arrière-grand-père, de notre ami Moshe Cohen, qui nous a beaucoup aidé. Parce que, doutez bien, quand on débarque comme ça, étranger, s'il n'y avait pas des gens locaux pour vous expliquer les choses, pour vous ouvrir les portes déjà, mais aussi pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, c'est évidemment très très précieux d'avoir rencontré de temps en temps des gens comme ça. Et à Djerba, nous avons rencontré plusieurs personnes qui nous ont vraiment beaucoup aidés, parce que moi, vous l'avez compris, je me suis quand même très très éloigné de la Tunisie. Quant à ma femme, quoique de Tunis, Djerba c'est un autre monde. Donc il fallait absolument entrer dans cette culture, la comprendre de l'intérieur, et là, seuls les Djerbiens les plus authentiques, si je puis dire, pouvaient nous y aider. Alors, d'autres synagogues, vous voyez toujours ces fameuses, enfin yeshiva, avec leurs lanterneaux, comme ça. Celle-ci a été construite à l'initiative du grand rabbin Chaim Ouri, célèbre maintenant, puisqu'il est à Beersheba. Hein. Et alors celle-ci, j'insiste toujours aussi sur cette photo-là, parce que c'est la synagogue Trabelsia, c'est-à-dire la synagogue des Libyens, des Tripolitains. Or, elles sont très rares maintenant, les synagogues de Tripolitains, anciennes, car la synagogue tripolitaine de Arak Bira a été reconstruite il y a une dizaine d'années, et c'est une synagogue toute moderne, avec une tribune des femmes, puisqu'on me posait la question tout à l'heure, c'était la première fois qu'on construisait une tribune des femmes à Djerba. L'autre village, Arak Bira, alors là c'est un gros village, puisque si vous pouviez voir, vous verrez le plan, il y a véritablement à l'intérieur plusieurs quartiers, et chaque quartier a sa synagogue. Alors des synagogues parfois liées à des familles, par exemple tout ce quartier-là s'appelle là-bas la rue des Haddad, parce que c'est tous des Haddad, et évidemment il y a une yeshiva, il y a une synagogue, il y a un oratoire, je dirais, qui ont été créés à l'initiative de rabbins de la famille Haddad. Donc là il y a une très très grande série. Très originale aussi, la proximité des synagogues avec les cimetières. Les fenêtres des synagogues de Arak Bira, pas à Asrira, vous en doutez bien, parce que c'est un village de Kohanim, mais à Arak Bira, les fenêtres donnent sur le cimetière. Je vais vous en montrer un exemple. Voici la plus importante, la plus belle et sans doute la plus ancienne synagogue de Djerba. D'ailleurs, elle n'a pas d'autre nom que la Grande. Eh bien, ici, vous voyez, tout près des fenêtres, là, entre les contreforts, il y a des tombes. Alors, cette synagogue, vous voyez, a un plan un peu différent de celui que j'évoquais, le plan carré, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que celle-là, elle remonte au moins au XVIIe siècle. Il y a des poutres qui sont avec des dates, et sans doute peut-être plus anciennes. C'est un plan beaucoup plus proche des mosquées de Djerba que ce qui a été inventé, sans doute, au XVIIIe siècle, avec ce plan carré. Synagogue très très importante, hein, la plus importante sans doute de Arak Bira, d'où le fait qu'elle a 7 éralotes, puisque c'est aussi la synagogue dans laquelle se font un très grand nombre de fêtes, de rites qui sont spécifiques, hein, puisque les juifs de Djerba ont bien organisé les choses. Quand il y a beaucoup de synagogues, vous savez, il y a toujours un problème de rivalité, et un problème aussi de fonds, de réunion des fonds, je veux dire, sur le plan pécuniaire. Hein. Donc certaines synagogues n'ont pas le droit de faire les grandes fêtes, il s'est concentré dans les 3 principales. Alors voici d'autres synagogues, mais sachez qu'il y en a quand même encore une dizaine en fonction. Parce que là, il y a une vraie communauté encore vivante, avec des enfants, des écoles. Hein. Surtout Djerba, parce que, évidemment, on avait entendu parler de la Griba, bien évidemment, mais quand on a commencé à étudier un peu Djerba d'un peu plus près, on s'est aperçu qu'il y a eu plus de 20 synagogues à Djerba. Ce que beaucoup de gens ignorent, évidemment, hein. Quand on va là-bas, on va à la Griba et on ignore un petit peu tout ce qui est. Alors, voici la synagogue que je citais tout à l'heure, la synagogue des Kohanim installée à Arak Bira. Vous voyez toujours le même principe, hein, le petit lanterneau. Celle-ci aussi est très originale, alors là, même exceptionnelle sur le plan de son décor. Elle a des plafonds en bois peint, tout à fait étonnants,
c'est le seul exemple que nous ayons trouvé avec des plafonds peints de cette nature. Et puis bon, on a d'autres synagogues encore. Les Juifs djerbiens se sont aussi répandus dans tout le sud. Il y a encore une communauté à Zarzis, une synagogue à la Mouensa. La synagogue de Zarzis, c'est celle-ci, flambant neuve. Pourquoi? Parce qu'elle a simplement été inaugurée en 1999, puisque la précédente avait été, incendiée au moment de Sabra et Châtillon. Et la communauté a décidé de reconstruire la synagogue. C'est quand même assez remarquable, puisqu'on est dans les années 80, bon, pour un certain temps, mais elle a été réinaugurée en 1999 sur le même plan. Ce sont les fidèles, ce sont les gens de la communauté qui l'ont construite. Hein. Et ils ont repris le même plan, carré, le lanterneau, et ainsi de suite. Alors, c'est un endroit aussi, Zarzis, où il y a une communauté vivante, oui. Il y a même une école. Une école, oui. C'est comme Djerba, ce sont les lieux de vie. Hein. Oui. Alors, un exemple, si vous voulez, de l'impact de la colonisation sur l'implantation des synagogues dans le sud. Les Français veulent sédentariser les nomades, vous savez, c'est un de leurs grands objectifs politiques. Donc, il faut créer des villes, il faut créer des centres. Alors, dans les endroits où vous avez l'habitude de se réunir pour faire le marché, on va créer des souks. Vous voyez, ça, c'est des souks dessinés par les Français. C'est l'armée en plus, hein, c'est des ingénieurs de l'armée, donc des souks rectangulaires très très réguliers, et autour des villes avec des plans orthogonaux, parce qu'on veut donc stabiliser les nomades. Et on va se servir des Juifs également, parce qu'on va tout faire pour que des Juifs de Djerba viennent s'installer définitivement. Parce que les Juifs de Djerba, ils circulaient déjà, ils jouaient déjà un rôle important dans les tractations commerciales de toutes ces régions-là. Mais là, les autorités françaises veulent vraiment des gens qui s'installent à demeure. Et ils vont aller jusqu'à aider la construction des synagogues, voire, j'ai retrouvé le document pour Kébili, d'une lettre d'un général qui annonce qu'il va offrir un terrain, c'est à Kébili, voilà, ça c'est le plan du souk de Kébili, la synagogue est juste à côté. Vous voyez, la synagogue de Ben Gardan, elle est sur le souk, dans l'angle. Et donc à Kébili, on a la lettre du général disant on va donner un terrain à la communauté afin qu'elle construise une synagogue, et comme ça, ils resteront là à demeure et il y aura une communauté. Vous voyez le rôle que peut jouer une communauté dans, je dirais, la politique française de colonisation. La synagogue qui est présentée ici est une de nos préférées, on a étudié vraiment de très très près, on a fait tout le relevé, c'est la synagogue de Tataouine. Vous voyez que nous arrivons presque à l'extrême sud, qui est très bien conservée. C'est vraiment une des plus belles synagogues du sud. La synagogue de Ben Gardan n'existe plus, elle avait été vendue et il y a un hôtel à la place. Pour Kébili, malheureusement, on a retrouvé l'espace, mais alors elle est transformée en différentes boutiques. C'est-à-dire que vous rentrez dans la droguerie, vous percevez des piliers. Il y a un endroit, c'est un magasin de vélo, de réparation de vélo, un pilier noirci, enfin c'est affreux. Oui, et puis il y a maintenant... Là, on a préféré mettre le détail d'une carte postale ancienne que de mettre l'état actuel. Il est dans dans le livre, l'état actuel quand même. Parce qu'ils construisent en hauteur et c'est terrible. Voilà. Alors, les deux dernières synagogues que je vais vous présenter nous considérons que ce sont un peu des découvertes tout à fait extraordinaires. C'est en pays berbère, dans la montagne berbère, au sud de Gabès. On savait bien qu'il y avait des Juifs parmi les Matmata, parce qu'au départ, Matmata, ce n'est pas une ville, c'est une tribu, parmi les Matmata, et donc nous avons été à Matmata, alors là, un peu en se disant, à la grâce de Dieu, quoi. Je veux dire, est-ce qu'on va trouver quelque chose? On n'en sait rien. Mais nous sommes allés à Matmata, et grâce d'ailleurs à la police locale, on nous a montré la synagogue. Nous étions assez éberlués, évidemment, déjà de trouver une synagogue, mais quand en plus, après, on s'est aperçu que c'était une synagogue semi-troglodytique, c'est-à-dire, vous avez une première partie en pierre, vous voyez, en pierre comme ça, mais qui reprend quand même le petit lanterneau, vous voyez, Puis, vous avez une salle sous le lanterneau, et vous pénétrez ensuite dans une galerie, voilà le plan, vous pénétrez ensuite dans une galerie, et vous trouvez le Héral tout au fond, et toute cette partie-là, elle est souterraine. C'est-à-dire comme les habitats des Matmata, qui, vous savez, c'est un haut lieu de tourisme, évidemment, puisqu'on va voir les troglodytes. Et donc, cette synagogue est en partie troglodytique. Mais voilà l'exemple même d'une communauté dont on n'a jamais entendu parler. Il n'y a pas la moindre trace dans les archives. Si les gens de Gabès... Ah oui, non,
des souvenirs des gens, oui, oui. Non, mais je veux dire, dans les archives, on n'a pas de documents, on n'avait absolument rien. Et pourtant, il y a une synagogue qui est là. Vous voyez l'importance du travail de terrain, hein, c'est-à-dire d'arriver sur le terrain. C'est pareil aussi, c'est-à-dire la première année, on est arrivé, donc la police nous a donné rendez-vous. On s'est rendu compte qu'elle était fermée, c'est-à-dire on a pu voir l'extérieur, tourner autour. Et l'année d'après, on a repris rendez-vous, et là, le maire nous attendait dans la synagogue. Et après, nous sommes allés voir le délégué. Donc là, ils avaient ouvert. Et du coup, comme par les lanterneaux, des gens avaient jeté des bouteilles, des choses comme ça, dès le lendemain, la synagogue a été nettoyée. Donc là, on est revenu le lendemain matin. Malheureusement, on n'a pas pu prendre des photos parce qu'ils avaient remué tellement de poussière. Il y avait 7 personnes qui nettoyaient la synagogue. Mais voilà, donc au fur et à mesure, on avance toujours un petit peu. Mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup de temps et qu'on a dû faire beaucoup de voyages. Parce qu'il faut du temps, il faut prendre des contacts. Pour la synagogue de Tamazret, comme on arrive à voir. Voilà, la dernière qu'on va présenter, qui est pareil, à nos yeux aussi une des plus extraordinaires, se trouve à Tamazret, petite ville berbère dans la montagne. Après, c'est le désert, après, il n'y a plus rien. Hein. C'est vraiment les dernières villes, si vous voulez, dans le sud tunisien. Et là, la configuration même de la petite ville est très intéressante, puisqu'il y a deux petits mamelons. Si vous voyez, il y en a un qui est couronné par la mosquée, et l'autre qui est occupé par ce qu'on ne peut pas appeler simplement une synagogue, mais par un véritable centre communautaire. Pourquoi? Voici la synagogue, aucune fenêtre vers l'extérieur, tout est comme fermé, c'est complètement tourné à l'intérieur. C'est le mur avec le Héral. Voilà, c'est le mur de la synagogue au fond, avec le Héral dedans, c'est ce qu'on va retrouver là, et 2 petites fenêtres seulement sur la cour à l'intérieur, si vous voulez. Au-dessus, la maison du rabbin, à côté d'autres dépendances, des maisons, en bas des espaces pour les animaux, une étable, et puis derrière cet arbre, le mikvé des femmes, à côté une autre, creusée, hein, là aussi, creusée dans le sol, et à côté une autre cave, on peut appeler ça une cave, le mikvé des hommes, et tout est en place. Et ici, c'est la vue intérieure de la synagogue, donc vous voyez évidemment qu'elle est construite en pierre du pays, avec des crépis qui n'en finissent plus, c'est-à-dire les chapiteaux sont même plus visibles tellement, vous savez, on a recrépi depuis je ne sais combien d'années, on a repeint, reblanchi à la chaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que donc nous sommes entrés dans cette synagogue et tout était encore presque en place. C'est-à-dire qu'il y avait, ici, il y a la porte de l'Arche Sainte qui est bleue, là, vous l'apercevez. Elle est là. La petite armoire est restée telle quelle. Comme une porte de placard. Voyez, et la pièce elle-même, on y trouve seulement 2-3 chaises et une petite table, parce que le propriétaire, qui a connu les Juifs, qui a connu le grand rabbin, puisqu'il décrivait comment le grand rabbin s'asseyait là-haut, parce que vous imaginez, il est tout en haut, lui. Donc il y avait une terrasse qui dominait toute la montagne, et puis le désert, enfin une vue absolument imprenable, comme on dit. Et il nous l'a décrit, donc il a connu cette époque, et qui a donc le sentiment que ce lieu est quand même, je dirais, un caractère tout à fait spécifique, particulier, qu'il faut respecter. Donc, il n'a jamais utilisé cette synagogue comme salle à manger ou comme je ne sais quoi. C'est juste un lieu de discussion, de lecture, de choses comme ça. Donc, c'est évidemment, là aussi, on a eu un contact extraordinaire avec ce... Donc, la première année, on est arrivé, il n'était pas là, il était à Tunis. On a attendu une année, on a repris rendez-vous, il nous a attendu sur la route. Oui, parce que c'est introuvable. Comme si vous ne savez pas où c'est, au milieu des maisons qui se ressemblent toutes, c'était Alors, très, le très rabbin difficile. de cette synagogue est quelqu'un de très âgé et vit dans les environs de Tel Aviv. Ah, Oui, Simon Harari. Simon Hirari. Hirari. ah oui. Un moucher. Simon Hirari. Si, on en parle. Donc voilà, je dirais un peu le parcours où on a essayé d'associer peut-être quelques réflexions sur la nature de ces synagogues pour en montrer surtout aussi la variété. Hein, entre Bizerte et Tamazret, je veux dire, c'est des mondes tellement différents et pourtant tout ça, c'est des facettes, je dirais, du judaïsme tunisien et de l'architecture des synagogues tunisiennes. Merci de votre patience. Formidable, merci beaucoup. Là, vous nous avez fait rêver, hein, dans l'espace et dans le temps. Voyager, absolument. Merci, vraiment.